度巨人の恐怖に屈した者は二度と巨人に立ち向かえん。免除する。今この場から去る者の罪をわしが命ずる。これよりトロストク奪還作戦について説明する。この作戦の成功目標は破壊された扉の穴を塞ぐ手段じゃが、まず彼から紹介しよう。結局ねえのかよ。我々はこの狭い壁の中を生き抜くことができたからじゃ。あるものがないって何なんだよ、ホロホロめ。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。やっほーす。集合。ジェッシャッターショックビルゲストメア。ここは誇り高き戦士の国エルバフ。国家にしてえのさ。世界政府に所属する国にな。この翌日に迎える事件の結末は世界に思いもよらぬショックを与えることとなる。Bonjour à tous, ici le Sonic Sensei, j'espère que vous allez bien. On a eu la réponse aux questions qu'on se posait par rapport à l'endroit où se trouvent les Mugiwara. C'est un endroit gouverné par deux faux dieux, le dieu lapin, le dieu hérisson, le dieu chat ou encore le dieu soleil. Il ne s'agit donc que d'un simple divertissement pour un géant. Mais dans toute cette agitation, nous avons un corbeau géant qui porte un nom très particulier, en référence aux deux corbeaux d'Odin, Hugin et Munin, ce qui constitue un indice quant à l'existence du véritable souverain d'Elbaf, le dieu le plus important de la mythologie nordique, l'être suprême du pays le plus puissant du monde, Odin. Voici le tout nouveau jeu Topi Games, One Piece Espretula, un jeu de société immersif conçu pour 2 à 12 joueurs qui vous plonge dans l'univers d'Eiichiro Oda. Le jeu a été réalisé en totale collaboration avec son équipe, garantissant une expérience de jeu enrichissante et divertissante. Chaque joueur incarne secrètement un personnage de l'œuvre, avec pour objectif de découvrir celle des autres, tout en cachant la sienne. Le suspense est constant, et chaque tour apporte son lot de stratégie, de manipulation et de rebondissement. Chaque joueur doit gérer ses cartes pour progresser dans le jeu, sans se dévoiler. Chaque personnage a un nombre de points de vie et des faiblesses particulières qui influencent les choix stratégiques. On a également le haki, des cartes action et des cartes défense. Les cartes sont d'une très grande qualité, tant dans le design que dans leur conception matérielle. Vous pouvez admirer ces magnifiques illustrations qui rendent hommage aux personnages iconiques de l'œuvre. Chaque joueur peut jouer un nombre limité de cartes par tour, ce qui oblige à planifier minutieusement ses actions et à maximiser ses chances sans trop s'exposer. À chaque tour, les joueurs s'attaquent entre eux en lançant 2, 3 ou 4 attaques selon les personnages. Il y a 3 modes de jeu. Le but du premier mode est d'éliminer le camp adverse en mode équipe. Le second mode est d'éliminer tous les autres joueurs. Et le troisième mode est trouver l'identité secrète des autres joueurs. Par exemple, on peut trouver les faiblesses du personnage adverse en mode enquête comme au Cluedo. Chaque personnage est unique et pour éliminer les autres, il faut deviner qui ils sont pendant les tours. Mais attention, on n'a que 2 chances par partie pour le faire. Si on se trompe 2 fois, on est éliminé. One Piece Espretula est un jeu très bien conçu, complet et accessible. Retrouvez ce jeu et d'autres jeux Topi Games, dont des puzzles, dans les magasins Carrefour jusqu'au 31 octobre, à prix réduit. C'est jusqu'à épuisement des stocks, et le stock est limité. Odin est, comme dit en intro, le dieu le plus important de la mythologie nordique, dont s'est inspiré Oda pour Elbaf. Il est également le dieu des morts, de la victoire, du savoir, et il représente la magie, la prophétie, la guerre et la chasse. Il était le seul, avec son épouse, à pouvoir s'asseoir sur le trône, qui lui permettait de voir ce qu'il se passe dans les 9 mondes. On garde l'info de côté pour les 9 mondes. Il avait 2 corbeaux, Hugin et Munin, qui exploraient les 9 mondes pour lui rapporter des infos. 2 corbeaux qui, dans l'œuvre, ont donné un grand corbeau, du faux dieu soleil. Odin est associé à l'intemporalité et à l'éternité. Il a sacrifié un œil en échange d'une grande sagesse. Voilà pourquoi il est considéré comme le dieu le plus sage de la mythologie nordique. Et il a acquis la vérité cachée derrière les runes, en échange d'un sacrifice. Il s'est pendu à Yggdrasil, l'arbre de vie, pendant 9 jours et 9 nuits avec sa lance dans le corps.
C'est Odin qui a ensuite partagé la connaissance des runes avec l'humanité. Les Vikings pensaient que les runes étaient plus qu'un simple alphabet. Et pour finir, ils faisaient de gigantesques banquets après ces batailles. Mais là vous me direz qu'Elbaf a déjà un roi, Loki. Sauf que Loki est un prince. Et qui dit prince, dit roi. Le prince étant le fils du roi ou du souverain régnant. De plus, l'alliance Big Mom Elbaf ressemble surtout à une alliance de deux souverains qui s'unissent en mariant leurs deux enfants. C'est uniquement avec cette alliance qu'Elbaf serait devenu l'ennemi de Shanks. Car Shanks a un lien très fort avec les gens d'Elbaf et le pays. Les gens l'appellent mon frère. Il reste longtemps là-bas, jusqu'à en perdre la notion du temps. Shanks est donc un empereur qui est allié aux géants. En tout cas, il est autorisé à rester là-bas. Mais un mariage entre la famille d'Odin et de Big Mom aurait fait de Shanks l'ennemi d'Elbaf, à cause de l'incompatibilité des deux empereurs. Les deux veulent le One Piece, ce qui fait que les géants auraient dû combattre avec Big Mom. Elle a dit qu'avec eux, elle aurait pu écraser tous les empereurs, dont Shanks. Je pense que les 4 dieux présentés à l'époque ont combattu avec Joy Boy durant la grande bataille qui a mené à la création du GM. Ils étaient dans son équipage ou alors ils étaient alliés. Joy Boy est comme Luffy, il représente Nika. Il aide, sauve, libère, fédère. Joy Boy, le dieu soleil, était lié à Elbaf. Et il avait certainement un géant dans son équipage, qui est plus tard devenu le roi des géants. Et ce géant peut carrément être le roi actuel d'Elbaf. Là vous me direz qu'il est sûrement trop vieux. Sauf qu'il existe un moyen. Il a bénéficié de l'opération de jouvence du Opé no Mi. De l'équipage de Joy Boy, le fit rencontrer Zunesha et Emmet. Il peut très bien rencontrer un autre Nakama, et on aurait une suite logique. Après la créature et le titan, le géant. Dans la mythologie nordique, Odin avait accès aux pommes d'Idun, qui confèrent l'immortalité aux dieux nordiques. Ces pommes, conservées par la déesse Idun, leur permettaient de conserver leur jeunesse et leur vigueur, empêchant ainsi la vieillesse et la mort. Odin est constamment à la recherche de connaissances et de pouvoir, qui lui permet de surpasser les limites mortelles. Comme dit plus tôt, pour de la connaissance, il a sacrifié un œil. Il a eu une sagesse infinie. Ses quêtes montrent donc son désir de transcender ses limites, ce qui inclut, dans le cadre de One Piece, de prolonger sa propre existence. Dans le cas où Odin n'ait pas eu la jeunesse éternelle, on sait que Jarl avait 345 ans. Les géants vivent très longtemps, ce qui veut dire qu'avec une, voire maximum, 2 générations avant Odin, le siècle oublié a été vécu. En d'autres termes, le père ou le grand-père d'Odin a vécu le siècle oublié, et il a pu côtoyer Joy Boy. Odin pourrait être le descendant d'un Nakama Joy Boy, son Nakama qui faisait partie de la tribu des géants. Et pour aller encore plus loin sur l'existence d'Odin, tout le monde connaît la technique finale d'Ajrudin, mais tout le monde ne connaît pas son nom. Gungnir, qui est la lance d'Odin dans la mythologie nordique. Et pour aller encore plus loin, le chapitre se nomme la lance d'Elbaf. Pour comprendre le roi d'Elbaf, il faut s'intéresser au chapitre 714. On est dans l'arc où Dressrosa est en plein Colisée. Les combattants sont éliminés les uns après les autres, dans le bloc C. Mais un guerrier géant sort du lot. Un guerrier de la nouvelle génération des géants qui vient d'Elbaf. Ajrudin, qui dit des mots très intéressants. As-tu déjà vu un géant avec un Logia? Avec le Mera Mera no Mi, je serai le premier sur la liste. Je deviendrai le roi des géants. On pourrait croire qu'il n'y a qu'une seule lecture possible, mais il y en a deux. Ajrudin parle de liste, qui est censé faire référence à une liste de géants avec un Logia. Mais pas forcément, parce qu'on peut très bien voir la preuve de l'existence d'une liste de combattants pour devenir le roi des géants. Je serai en haut de la liste pour devenir le roi des géants. Il dit littéralement après le mot liste qu'il deviendra le roi des géants. Puis on vante la puissance de ses coups. Le roi des géants est donc considéré comme le géant le plus puissant d'Elbaf, qui est le pays le plus puissant du monde. Mais la liste est importante parce qu'on apprend que beaucoup de géants veulent devenir le roi. Et pour ce faire, il faut surpasser le géant le plus puissant, Odin. Voilà donc la première chose qui caractérise Odin, la puissance. Au-delà d'être le roi qui dirige Elbaf, on parle d'un combattant d'une puissance totalement ahurissante. Ajrudin pense donc qu'avec le Mera, il pourra devenir le roi des géants. Et à première vue, on pourrait se dire que le roi des géants n'est pas si fort que ça. Sauf que pour le cas d'Ajrudin, en réalité, on a simplement quelqu'un qui sous-estime un être, en l'occurrence Odin, qui surestime sa puissance avec un fruit et qui en plus sous-estime un élément essentiel aux combattants les plus puissants du monde. Le Haki. Ajrudin est effectivement dans une liste, mais pas dans celle qu'il mentionne. Il est dans celle des hommes décrits plus tôt. On peut citer Rob Lucci qui dit qu'avec Kizaru, ils vont gagner, alors que Zoro l'a éclaté sans technique du roi des enfers, et que Kizaru s'est fait humilier par Luffy. En parlant de lui, on peut citer Kizaru qui dit à Kainu « Est-ce que tu veux que j'y aille ?» en faisant référence à Kaido et Big Mom. On peut également citer Barbe Noire, qui est coutumier du fait. Il sous-estime Luffy, il le dit bien, sous-estime Magellan avant de se faire one-shot, pensait pouvoir vaincre Newgate qu'il a éclaté, bref, il y a beaucoup de combattants qui racontent n'importe quoi, car les faits leur donnent totalement tort. Ajrudin sous-estime également le Haki et surestime la puissance du fruit. Il pense que seul le fruit lui permettrait de devenir le roi des géants, ce qui est une aberration sans nom, et Luffy lui fait comprendre car il le one-shot avec du HDA. Ajrudin ne peut se protéger convenablement, et le fruit seul ne peut lui permettre de vaincre le roi du pays le plus puissant du monde. Voilà pourquoi je vous le dis aujourd'hui, Odin a l'un des meilleurs Haki au monde. Et il a le Haki des rois. Il a tout pour avoir le Haki des rois. C'est le roi des géants,
Il a atteint les sommets de la chaîne alimentaire, il règne sur un peuple de guerriers et il est à la tête du pays le plus puissant du monde. Sous-estimer le haki au détriment d'un fruit, ça existe déjà. Avec le cas de Kizaru. L'amiral se base surtout sur son fruit, et Zed lui fait la réflexion. Tu te bases trop sur ton fruit, il ne brille qu'avec son fruit. Mais alors, quel est le réel niveau du roi des géants? Eh bien la question est intéressante et importante, car le roi des géants a un rôle très particulier. Dans ma théorie sur l'homme à la cicatrice de feu, j'ai parlé du fait que des hommes repoussent naturellement les ennemis via leur puissance. On a l'exemple de Marco sur Sphinx, avec la marine qui refuse d'y aller, et qui ne va là-bas que quand Weeble est localisé sans Marco. On a également Rayleigh, mais on a surtout le cas des empereurs, qui s'approche le plus du cas d'Odin. Car le roi des géants, c'est les deux. Une très grande puissance individuelle et une puissance collective totalement folle, avec le pays le plus puissant du monde. Odin n'entre pas dans l'équilibre des forces. Son pays est totalement indépendant. Il fonctionne comme un territoire d'empereur. C'est un pays inaccessible à cause du danger que représentent les forces sur place. Mais plus important encore, Elbaf est le pays le plus puissant du monde. Gardons ça en tête. Ce qui veut dire que le pays est supérieur à Whole-Cake de Big Mom et Wano de Kaido. Voilà pourquoi Big Mom voulait l'alliance. Elbaf est un pays très puissant qui est dirigé par quelqu'un de très puissant. C'est un pays qui est supérieur à des pays qui sont dirigés par des empereurs, qui sont des combattants d'exception et dont l'existence même sert de repoussoir. Mais pas que, car on a également une garantie de puissance globale très élevée. Quand Kaido pensait que Luffy était terminé, il est descendu et a dit « On arrête tout, vous avez perdu » et l'Alliance pensait que c'était terminé. Le meilleur élément est donc un élément crucial. Et le roi des géants coche toutes les cases pour faire partie des personnages les plus puissants du monde. Et ce qui va jouer sur son niveau, c'est son fruit et son haki. En termes de force brute, on imagine bien qu'il a une force totalement colossale et que ça n'a rien à voir avec Ajrudin qui était capable d'éjecter 10 000 tonnes à Dressrosa. Mais qu'en est-il du reste? La question par rapport à son haki est: peut-on parler d'un haki équivalent au haki des empereurs en termes de HDA, de HDO et de HDR? Comme on l'a souvent vu, les empereurs sont avant tout des combattants qui sont très complets. On a du fruit très bien maîtrisé, du haki très bien maîtrisé, de la force brute, etc. Et au niveau des combattants qui sont inférieurs, eh bien ça dépend. Généralement, on est surtout entre guillemets spécialisé avec des particularités. Par exemple, on a Katakuri, le second Big Mom, qui était très impressionnant avec son HDO, mais qui avait également un Paramecia éveillé, une grande force brute, etc. Par contre, en termes de comparaison directe avec les empereurs, ça n'a un peu rien à voir. Au niveau des amiraux en général, on peut faire un groupe, tous brillent surtout via leurs fruits. Au niveau du haki, c'est pas trop ça. Par contre, on a Kuzan qui, sur la ruche, a montré qu'il avait une bonne force brute via l'entraînement avec Garp, et un HDA dont le niveau est plutôt ambigu. Par contre, Kuzan est certes un ex-amiral, mais actuellement, il est commandant. Donc c'est un petit peu compliqué, mais par rapport aux autres, même ceux qui ont des épées, Fujitora Aramaki brille surtout via leurs fruits. Et si on prend l'exemple d'Aramaki, qui est un exemple très flagrant, il a une épée, pourtant contre les samouraïs, il n'a utilisé que son fruit, et contre Morley, alors que la situation était très compliquée, très délicate, et qu'il fallait s'en occuper rapidement, il n'a utilisé que son fruit. Mais par rapport à Odin, en termes de haki, vu son statut très particulier comme vu plus tôt, et vu l'importance du haki dans l'œuvre actuellement, surtout depuis Wano et Onigashima, sans oublier Egghead où le coup d'haki des rois de Joy Boy a dégagé les doyens, eh bien je pense qu'on peut dire qu'Odin est l'un des meilleurs haki au monde. On parle d'un guerrier légendaire qui est certainement très âgé et qui s'exerce et combat depuis de très nombreuses années. En termes de fruits, c'est très intéressant parce que Ajrudin a dit qu'il n'y avait pas de géant avec un Logia. On peut donc retirer les Logia de la liste. Il reste Paramecia et Zoan. Mais je pense très précisément un Zoan mythologique, et même divin. Le Zoan mythologique et divin du dieu de la forêt. Et ce pour une raison tout aussi précise, son lien avec Yggdrasil. Certes, Odin est très lié à la sagesse, mais des aspects établissent clairement une connexion entre Odin et la forêt. Yggdrasil, c'est l'arbre monde. Cet arbre est vu comme une forêt cosmique. Il est la source de la vie et de la connaissance. Plutôt, j'affirmais qu'Odin s'était pendu. Eh bien, il s'est pendu à Yggdrasil. Cet acte est une expérience de vie et de renaissance qui ancre Odin dans le symbolisme de la forêt. Odin est un dieu qui voyage entre les mondes. Il est le dieu chamanique par excellence. Et les chamans se retirent dans des forêts ou des lieux sauvages. En tant que maître des runes et des pouvoirs occultes, on l'associe à la nature et aux forêts qui sont vus comme des lieux de magie et de mystère. Voilà pourquoi Odin, et quand je dis Odin, bien évidemment vous comprenez le roi d'Elbaf, pourrait incarner le dieu de la forêt. Comme vous le savez, Luffy n'a pas réellement de pouvoir solaire, mais je pense que c'est pour bientôt. Et je pense qu'on a eu une espèce de foreshadowing avec ses pouvoirs, car il utilise le Red Hawk pour enflammer son bras, même sous l'eau. On pourra avoir un feu spécial en lien avec son fruit. Il a mangé le fruit Nika, un guerrier légendaire avec des particularités. Pour le cas d'Odin, il pourra avoir parfaitement maîtrisé son fruit et son éveil. Il aurait donc les particularités du dieu de la forêt, mais également un pouvoir absolu sur l'environnement. Voilà pourquoi Odin est aussi puissant, et voilà pourquoi Ajrudin pense avoir des chances. Le feu contre la forêt. Sauf qu'encore une fois, Ajrudin sous-estime le haki, mais pas que, car le dieu de la forêt est comme Nika.
il a d'autres particularités. Nika, un corps caoutchouc, il combat avec beaucoup de liberté. Son pouvoir est considéré comme le plus ridicule au monde, en lien avec Nika qui fait rire et sourire. Mais pour l'instant, pour l'autre dieu, on n'a pas d'infos. Par contre, en se basant sur Nika, on peut se rapprocher de la vérité. Le dieu soleil fait rire et sourire, car le soleil est lié à la bonne humeur, pour des effets biologiques, mais également en tant que symbole culturel de positivité. La forêt est quant à elle symbole de mystère, de protection et de renaissance. Le mystère, c'est quelque chose d'inconnu. Odin est le dieu de la sagesse. La protection, c'est l'acte de protéger. Odin protège Elbaf. La renaissance désigne une nouvelle naissance ou un renouveau. De par son histoire, Odin est lié à la renaissance. Le dieu de la forêt a combattu auprès de Nika. Nika libéré, le dieu de la forêt protégé. Pour avancer avec Odin, il faut parler d'un homme qu'il a sûrement côtoyé, Ryuma. Dans le chapitre 937, Gyukimaru parle de lui. C'est un être légendaire, un immense sabreur. Il rehaussait ses ennemis en un éclair. Il a réussi à demeurer invaincu de son vivant. Il y a fort longtemps, le pays de Wu était connu comme étant le pays de l'or. De quoi attiser la convoitise des pirates et des nobles. Mais Ryuma se dressa face à eux. Il a étalé sa force et a révélé au monde l'existence des samouraïs. On apprend donc que Ryuma est assez puissant pour repousser les ennemis. Quand ils ignoraient qu'il était là, ils sont venus, il les a chassés. Puis le monde a créé un Wano. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Wano, on a toujours eu un être exceptionnel qui protégeait le pays, tout comme le roi des géants le fait, et que cet être était épaulé par ses semblables. Samouraï, Wano, géant, Elbaf. Après Ryuma, il y a eu Oden, mais avant Oden, il y en a eu d'autres, des combattants d'exception qui protégeait le pays. Aujourd'hui, le pays peut compter sur le fils d'Oden, Momonosuke, qui a un âge adulte. D'ailleurs, Zoro, qui descend de Ryuma, aurait pu être ce protecteur. Et si Oden n'avait pas voyagé, Kaido n'aurait pas pris le pays. S'il n'avait pas eu d'enfant, il aurait gagné le combat. Ryuma a montré au monde que Wano est un pays très puissant. Et Akainu dit bien, stop, Wano, on n'y touche pas. C'est compliqué à cause des forces sur place. N'oublions pas qu'à l'époque, Wano c'était Oden, les fourreaux rouges, mais pas que. On avait également les daimyo, dont 3 Daikengo, qui représentent le plus haut stade pour un épéiste. C'est avoir une maîtrise parfaite du sabre, ce que Zoro n'a même pas encore. Il comble juste la différence de puissance avec du Haki des rois. Il faut voir Elbaf comme Wano avec un être exceptionnel en guise de combattant le plus puissant. Mais pas que, car le protecteur en chef peut compter sur ses meilleurs éléments. Là où Oden avait les daimyo Daikengo, Odin pourrait avoir de véritables destructeurs en guise de combattants. Un épéiste représente la maîtrise de l'épée. Un géant représente un combattant au corps à corps qui se veut destructeur. Un épéiste c'est gracieux, un géant c'est rude. Voilà pourquoi avec Odin, on pourra avoir 3 guerriers d'une puissance assez grande. Et pourquoi pas ses 3 fils, dont Loki. On pourra avoir Thor, le dieu du tonnerre, et Balder, le dieu de la lumière. 3 fils, 3 personnalités très différentes. Un vicieux, un nerveux, un bienveillant. Plutôt je parlais d'Yggdrasil, l'arbre monde qui relie 9 mondes. Depuis quelques années, j'affirme qu'Elbaf pourrait être un arc d'entraînement pour les Mugiwara, et ce, pour plusieurs raisons, dont la nécessité de grandement évoluer pour certains, et de maîtriser leur pouvoir pour d'autres. Dans l'arc Onigashima, qui est un arc de combat, on a eu des combats pour les Mugiwara, mais pas tous. Ceux qui n'ont pas eu de combat, n'ont pas eu de power-up. Et on a même des victoires sans réel power-up. Chopper, Usopp et Brook, pas de combat, pas de power-up. Jinbei affrontait Huzu qui était trop faible pour lui, et Franky n'a pas eu de power-up, malgré une victoire. Ce qui ne l'empêche pas d'être puissant. Il a battu Sasaki et a one-shot un vice-amiral. Mais ce qui importe, c'est que Franky peut grandement évoluer. S'il a été capable de ses prouesses sans power-up, imaginez avec. Durant Elbaf, les Mugiwara pourraient évoluer, avoir des power-up, maîtriser leurs power-up, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Yggdrasil représente l'interconnexion entre tous les êtres et les mondes, y compris les dieux, les humains et les créatures mystiques. Les Mugiwara pourraient s'entraîner dans chaque monde. Un monde, un Mugiwara. Elbaf pourrait être le moyen pour Luffy d'apprendre la réelle histoire du dieu soleil qu'il incarne, et de comprendre le potentiel de ses pouvoirs. Luffy, en tant que protagoniste, a une certaine particularité. Il a débuté son aventure après un long entraînement. Il ne s'est pas lancé sans rien, et a très vite compris l'importance d'être le plus puissant possible. Et après l'archipel et Marineford, il s'est rendu compte qu'il est encore beaucoup trop faible, d'où les 2 ans d'ellipse. Il est pleinement conscient qu'il doit constamment évoluer pour protéger les siens et atteindre son but. Il n'a pas hésité à s'entraîner à Udon, puis en dehors. Il n'a pas honte de devoir évoluer. Rayleigh lui a appris les bases du Haki. Ensuite, il a évolué en combattant des gens de plus en plus puissants, jusqu'à tomber sur l'imbattable. Mais il s'est entraîné, a entraîné son Haki, et a compris comment utiliser son Haki des rois offensif. Il a pu gagner avec un éveil de fruits, mais pas que, car son Haki entre en compte. Sans tout ce travail au préalable, il aurait perdu. Une fois qu'il est au courant de son potentiel évolutif en termes de compétences, Luffy cherche à acquérir ses compétences. Parce que Luffy est un génie au combat. C'est ce génie qui l'a amené au Gear 2 et au Gear 3, qui étaient les 2 vrais gros power-up de Luffy. Préparez-vous à la rencontre Luffy Odin. Allez Jané, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.